Bienvenue dans cette conférence en ligne durant laquelle je vais vous donner des astuces pour améliorer votre productivité. Avant de commencer, je vais vous demander de couper toute source de distraction et tout ce qui peut altérer votre bande passante de liaison Internet, que ce soit Skype, Facebook, les téléchargements en cours. C'est très important pour que vous puissiez suivre cette conférence dans les meilleures conditions. Prenez aussi un petit carnet ou un cahier pour noter, parce que vous allez apprendre plein d'astuces durant ce séminaire en ligne. Alors, est-ce que vous êtes prêts à améliorer votre productivité? Ok, alors nous pouvons commencer. Pourquoi vous devriez regarder jusqu'au bout ce séminaire en ligne? Vous devriez regarder jusqu'au bout si vous souhaitez améliorer votre productivité, votre efficacité. Pas pour le plaisir, mais pour devenir soit indépendant économiquement, puisque c'est une constante chez ceux qui sont indépendants financièrement, économiquement, c'est qu'ils sont hyper productifs, ils vont rapidement à l'essentiel, soit monter en grade dans votre entreprise, car vous allez démontrer à votre responsable hiérarchique que vous êtes plus productif, plus efficace que la moyenne, que vos collègues, parce que vous êtes stressé, car vous n'arrivez pas à vous organiser, gérer toute votre charge de travail. Donc, à la fin de ce séminaire, je vous montrerai comment je m'organise pratiquement en faisant une démonstration. Vous allez visualiser mon écran d'ordinateur et mon système. Je vais vous présenter mon système qui me rend plus productif. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord me présenter parce que tout le monde ne me connaît pas. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Audrey Cédric, alias Ange, alias Belric, selon les sites internet que je gère. Je suis le créateur des sites comme Bnaturel, qui est un blog sur le bien-être, la beauté et la santé au naturel, Bpermis, qui donne des conseils aux gérants et futurs moniteurs d'auto-école. Je suis aussi actionnaire d'une auto-école en Martinique. My Cat is Witch, mon dernier blog qui parle d'investissement immobilier, d'entrepreneuriat, puisque je suis à mon compte maintenant. J'ai d'autres sites comme les sites de location vacances, un site sur le sport, sur le paramédical, puisque ma femme est psychomotricienne. Donc, comme vous le voyez, j'ai beaucoup de casquettes. Je gère aussi plusieurs locations saisonnières, vacances, pour mon compte, pour mes clients. Donc, j'ai beaucoup de casquettes et les gens me demandent souvent, mais comment tu fais? Comment tu fais pour gérer tous ces appartements, ces différents business offline, online, et jongler avec ta vie de famille, partir en vacances, par exemple? Effectivement, j'ai beaucoup de choses à faire et comme vous, je dispose que de 24 heures dans une journée. Alors, je vais vous révéler comment je m'organise parce que je ne suis pas un Superman, je ne suis pas un super-héros, je ne peux pas faire une distorsion de temps pour augmenter le nombre d'heures d'une journée. Mais vous allez voir, avec les méthodes que je vais vous donner, que vous révélez, vous allez être capable de faire la même chose, de gérer toutes ces activités. Alors, pourquoi être plus productif? Qu'on soit clair, on ne veut pas devenir productif pour devenir tout simplement productif. On veut le faire soit parce qu'on a plus de choses à faire dans la journée, soit parce qu'on veut prendre de l'avancement. Et le meilleur moyen de prendre de l'avancement, c'est démontrer à son responsable qu'on est beaucoup plus efficace que la moyenne, qu'on saura gérer des projets plus importants, parce que on veut devenir indépendant financièrement. Donc, à la sortie du travail, vous allez devoir peut-être gérer, comme moi, je l'ai fait pendant longtemps. Moi j'ai occupé un poste à responsabilité de responsable informatique, alors que j'ai commencé comme simple analyste programmeur il y a 10 ans. Quand
quand je rentrais au boulot, même si j'avais pris du grade, parce que j'avais démontré que j'étais beaucoup plus productif, que je savais gérer beaucoup plus de choses, je voulais quand même devenir indépendant et gagner mon indépendance économique. Donc du coup, je travaillais aussi, je faisais mes blogs, je gérais mes locations. Donc c'est très important. On veut devenir indépendant financièrement, je ne voulais pas dépendre que de mon seul salaire, je voulais consacrer des actions à des tâches qui me rapportent beaucoup. Alors, qu'on soit clair aussi, hein, tout le monde dispose de 24 heures par jour. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Pourtant, il y a des personnes les plus productives qui abattent des tâches que la plupart des gens n'abattent pas en une semaine. Alors que ceux-ci, les gens plus productifs, les abattent en 24 heures. Les gens riches qui sont devenus riches en partant de zéro ne le sont pas seulement parce qu'ils ont travaillé dur. Oui, ils ont travaillé dur, c'est indéniable. Mais vous aussi, vous travaillez dur. Vous aussi, vous travaillez énormément. Pourtant, vous n'êtes pas riche. Pas encore, du moins. Ils ont réussi à devenir riches parce qu'ils ont réussi à augmenter leur productivité et se sont consacrés à des tâches à haute valeur ajoutée. C'est très important, à haute valeur ajoutée. Alors, pourquoi mieux s'organiser? On s'organise mieux car, comme je l'ai dit, pour devenir plus productif, c'est identifier les tâches les plus bankable, les tâches à haute valeur ajoutée, mais surtout les exécuter de manière rapide. En effet, identifier les tâches les plus rentables, c'est facile. Tout le monde sait qu'il faut acheter un appartement pour préparer sa retraite, pour toucher des loyers, mais combien le font réellement et rapidement? La plupart du temps, c'est parce qu'ils ont peur. D'ailleurs, j'ai fait un séminaire sur ce sujet, mais surtout parce qu'ils procrastinent, c'est-à-dire qu'ils remettent toujours au lendemain. Mieux s'organiser permet de ne plus remettre à demain, comme vous allez le voir. L'organisation, c'est la clé pour augmenter votre productivité. Premier concept que je souhaitais vous présenter, c'est la pyramide de productivité. Il faut inverser la pyramide de productivité. Alors, promettez-moi que vous ferez cet exercice car il a changé radicalement ma productivité. La pyramide de la productivité, c'est classer toutes vos tâches en 4 catégories. Les tâches peu rentables, les tâches à revenus faibles, tâches à haut revenu, et la dernière tâche, les tâches vitales, une tâche créatrice d'actifs. Nous allons voir en détail tous ces niveaux, mais d'abord, voyons la méthode. Première étape, vous allez recenser toutes les activités, toutes les tâches que vous faites par exemple dans une journée ou dans une semaine. Cela peut être faire les courses, à l'hypermarché, aller au travail, jouer aux jeux vidéo, regarder la télé, faire du sport, manger, dormir, traiter vos emails personnels, vos emails professionnels, regarder des vidéos sur YouTube, lire un roman, lire un blog de développement personnel, vous former. Toutes les tâches. Si vous avez une entreprise, ça peut être aussi faire le support client, la comptabilité, l'administratif. Si vous voulez investir dans l'immobilier, c'est d'aller sur les sites de petites annonces comme seloger.com, appeler un agent immobilier pour visiter un appartement, travailler votre dossier de prêt, prendre rendez-vous avec votre banquier. Toutes les tâches. Une fois cette liste complète, la deuxième étape, c'est de classer toutes ces tâches dans les 4 catégories. Alors, voyons les tâches de troisième catégorie, celle que j'appelle de troisième catégorie, le bas de la pyramide. Ce sont les tâches qui ne rapportent rien, pire, qui nous font perdre notre temps, donc de l'argent.
Alors, si vous voulez gagner en productivité, je vais être cash, vous devez arrêter ces choses inutiles comme rester 1 heure sur Facebook, regarder les vidéos qui font le buzz sur YouTube, regarder la télé, supprimer, trouver un moyen pour supprimer vos spams dans votre boîte email personnelle, professionnelle, lire des articles de potins de stars, enfin, passer des heures, papoter des heures au téléphone, regarder la télé, je l'ai déjà dit, jouer aux jeux vidéo, tweeter. Tous ces trucs-là vous font perdre un temps fou. La plupart du temps, les gens commencent par ces tâches plus récréatives. Effectivement, quand on sort du travail, on n'a pas nécessairement envie de faire des tâches intellectuelles. Donc, on se pose devant la télé, on s'affale devant le canapé en regardant la télé, on se détend. Dans le cadre professionnel, c'est tellement plus agréable de regarder une vidéo débile d'un chien drôle ou un gars qui se vautre. Allez, on se dit, allez, je passe un petit coup sur Facebook pour voir ce qui se passe, pour voir ce que mes amis ont posté. Et puis, je m'y remets. On aime aussi papoter avec ses collègues. On reste des heures à la machine à café. Mais qu'est-ce qui arrive la plupart du temps? On se dit, on va rester 15 minutes et on passe au moins 1 à 2 heures. Donc, il faut réduire considérablement, drastiquement, ce genre de tâches. Passons aux tâches de la deuxième catégorie, celles qui rapportent des revenus faibles. Pour cela, il faudra bien connaître votre taux horaire. Votre taux horaire, c'est votre salaire, par exemple. Combien vous valez à l'heure? Votre salaire divisé par le nombre d'heures que vous effectuez par mois. Alors, ce calcul est très utile parce qu'il vous permettra de déléguer des tâches. Alors, si vous avez un salaire confortable, votre travail n'est pas à mettre dans cette catégorie. Mais si vous touchez, comme la plupart des Français, puisque le salaire médian des Français, c'est 1 737 €, vous pouvez considérer que votre travail se trouve dans cette catégorie. Parce que si, effectivement, vous touchez 1 737 € et vous êtes à 35 heures, vous travaillez pour moins de 12,50 € par heure. Alors, quelques exemples de tâches à faible revenu. Si vous avez un blog ou une entreprise, ce sera de répondre à des questions de clients potentiels ou de prospects. Ce sera aussi faire du service après-vente sur vos produits, les formalités administratives, saisir les écritures comptables. Ça, c'est des tâches à faible valeur ajoutée et faible revenu. Si vous avez des locations saisonnières, c'est de faire le ménage, d'attendre le futur locataire pour la remise des clés. Pourtant, ces tâches sont souvent nécessaires à la bonne marche de votre business. Mais elles ne rapportent pas énormément si vous ramenez cela à un taux horaire. Si vous prenez quelqu'un pour faire le ménage chez vous, ça vous coûtera quoi? 8 €, 10 € au maximum par heure. Donc, vous faites un boulot à 10 € à l'heure. Est-ce que votre taux horaire vaut 10 € par heure? Si vous attendez un locataire pendant 2 heures parce qu'il arrive en retard, alors que vous avez déjà encaissé le chèque, le loyer, c'est à faible revenu. C'est pour cela que vous devez déléguer ces tâches au maximum dès que vous pouvez, parce que il n'est pas dit de déléguer pour déléguer, parce que si on n'a pas les moyens de déléguer, c'est pas possible. Mais dès que vous pouvez, vous devez déléguer pour vous concentrer sur des tâches plus lucratives, des tâches à haute valeur ajoutée.
C'est ces tâches que nous allons voir, les tâches de la catégorie 1. Catégorie 1. Avec les tâches de niveau 1, on rentre dans les tâches à haut revenu. Alors, si vous êtes un avocat célèbre, un chirurgien réputé, un sportif de haut niveau, votre salaire peut s'apparenter à cette catégorie. Mais je ne pense pas que beaucoup d'avocats, chirurgiens, ni de Thierry Henry ou de son gars, nous écoutent. Plus sérieusement, ce sont des tâches qui vous rapportent beaucoup avec un taux horaire élevé. Par exemple, si vous avez une entreprise, c'est de négocier un contrat à plusieurs milliers d'euros. C'est améliorer votre processus de vente, de production, qui vous fera gagner beaucoup d'argent. Si vous avez un blog, c'est de faire la sauvegarde de votre base de données. Si vous faites de l'immobilier, c'est de rédiger les contrats de location. Pour peu de travail, vous encaissez énormément. Mais il faut toujours travailler pour gagner. Il faut vendre son temps pour de l'argent. Donc, c'est déjà bien parce que les revenus à valeur ajoutée. Par exemple, moi, quand on me donne, je ne sais pas moi, quand je réponds à un email, j'envoie un contrat sur une location qui va me rapporter 1 000 euros, je passe 20 minutes à rédiger le contrat, puisque c'est un contrat type, et je vais empocher 1 000 euros. Donc ça, c'est super intéressant. C'est de la haute valeur ajoutée. Mais je dois quand même travailler. Ce n'est pas automatique. Si je ne rédige pas le contrat, je ne vais pas toucher 1 000 euros. Donc, il y a encore une dernière catégorie, ce qu'on va voir par la suite, qui en rapporte beaucoup plus. C'est la catégorie ultime. C'est la catégorie qui va nous créer des actifs qui vont nous rapporter automatiquement sur le long terme. Ceux qui ont lu le livre Père riche, Père pauvre savent déjà que c'est construire, créer, d'acheter des actifs. Un actif, c'est un appartement, des actions en bourse, c'est créer une entreprise, développer son entreprise, apprendre à vendre. Ce sont toutes les tâches qui vont vous permettre de construire un système qui génère de l'argent, du cash automatiquement. Donc, créer une entreprise, faire du marketing, c'est-à-dire capter des prospects qui vont devenir des clients, acheter un bien immobilier, le louer, acheter des actions en bourse, se former aussi, parce que se former, c'est un investissement sur vous, ça n'a pas de prix. Quand vous achetez des actions, prenez un rendez-vous chez un banquier pour acheter un bien, pour négocier un prêt, vous faites le travail qu'une seule fois et cela vous rapportera pendant longtemps, puisque vous allez récupérer des loyers, des dividendes. Quand vous publiez un article sur votre blog, une vidéo YouTube, pour capter des prospects qui achèteront par la suite vos produits, vous faites le travail qu'une seule fois. Par exemple, là, je suis en train de faire ce webinaire qui est enregistré. Je vais faire ce webinaire qu'1 heure. Alors, je l'ai préparé une demi-journée, je l'enregistre 1 heure, mais ce webinaire va me rapporter de l'argent, puisque les personnes vont l'acheter, pendant au moins 2, 3, 4, 5, peut-être 10 ans, alors que je serais passé à autre chose. Je pourrais me prélasser sur la plage, je pourrais faire autre chose. C'est des revenus passifs. Donc, faire des tâches de catégorie ultime de niveau 4, c'est faire des tâches une fois, qui vont nous rapporter longtemps. Quand vous formez en marketing, en immobilier, ou regardez tout simplement ce séminaire en ligne, vous avez fait l'effort une fois, puisque vous vous formez, vous avez pris des notes, vous avez fait l'effort une fois, vous avez enregistré l'info. Et ce que je vous donne comme conseil va vous servir toute votre vie. Si vous le mettez rapidement en pratique, ce sera tout de suite rentable. C'est ça, une action ultime, une tâche
de catégorie ultime. Alors, comme je vous disais, il faut inverser la pyramide de la productivité. La plupart du temps, 90% de la population commence toujours par les tâches de catégorie 3. Celles qui leur font perdre leur temps, leur argent. Ils sortent du boulot, ils sont fatigués, ils disent « Tiens, je vais me détendre sur Facebook. Je vais regarder la télé, je vais regarder Dropzone ou je sais pas, n'importe quelle télé-réalité. Les anges de la télé-réalité, ça passe encore. Ça, c'est une perte de temps. Ils se détendent en jouant aux jeux vidéo, ils jouent en jeu en ligne. Bref, ils sont fatigués. Et puis, ils consacrent très peu de temps aux tâches ultimes, celles qui leur feront gagner des revenus passifs, créer des actifs tout au long de leur vie. En inversant la pyramide et en s'efforçant de faire la tâche la plus rentable d'abord, vous allez gagner énormément en productivité. Inversez la pyramide. Au lieu d'allumer Facebook, dites, tiens, je vais essayer de lire un article qui va me former. Un article de My Cat is Rich ou pour mieux investir en bourse ou, je sais pas moi, regarder une formation ou lire un livre de développement personnel ou d'investissement. Je vais suivre une formation, une vidéo de formation, même gratuite. Je vais écouter un podcast. Et quand j'aurai fini d'écouter, de me former ou de prendre rendez-vous avec mon banquier, quand j'aurai plus rien à faire, là, maintenant, je vais regarder Facebook. Testez ça. Faites ça au moins une semaine et ça a radicalement changé votre vie. Moi, chaque jour, je me demande quelle est la tâche la plus rentable que je devrais faire. Et ce n'est qu'une fois qu'elle est finie, que je me permets de regarder les séries américaines. Moi aussi, je regarde des séries américaines. Moi aussi, je joue aux jeux vidéo. Mais quand j'ai fini de faire mes tâches rentables. Donc, inverser cette pyramide de la productivité. Commencez par les tâches de catégorie 3. Catégorie 2. Excusez-moi. Commencez par les tâches de catégorie 0. Création d'actifs. Ensuite, passez aux tâches de catégorie 1, puis il faut les faire, celles qui vous rapportent peu d'argent, mais qui sont nécessaires à la bonne marche de votre business. Et après, vous allez sur Facebook, vous vous détendez. Alors, je sais que c'est dur. Quand on rentre à la maison, il faut s'occuper des enfants, on est fatigué. Je ne vous dis pas. Coupez, faites une petite pause de 30 minutes. Mais ne passez pas la nuit ou le week-end sur Facebook. On va sur Facebook ou on regarde la télé parce qu'on s'emmerde. Inversez la pyramide de productivité, vous allez voir que vous n'allez pas vous embêter. Deuxième méthode de concept que je préconise, que j'utilise, que j'applique, c'est la méthode de Getting Things Done. Getting Things Done, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur YouTube, je la résume brièvement, 10 minutes. Elle vient en complément de la stratégie de la pyramide inversée. C'est une méthode pratique, technique, qui permet de gagner en productivité tout en abaissant votre niveau de stress. Ça fait bientôt 1 an que je l'applique et croyez-moi, c'est magique. À la fin du séminaire en ligne, je vais vous faire une démonstration live pour voir quels sont les outils et les logiciels qui m'aident à l'appliquer, qui m'aident à être plus productif. Mais elle s'applique avec n'importe quel support, papier ou électronique. Avant de vous décrire précisément la méthode, je vais vous introduire le concept de boucle ouverte. David Allen, et j'en suis persuadé, pense que nous sommes stressés
car nous prenons tous les jours des engagements internes. Les boucles ouvertes, ce sont tous les engagements internes que nous avons pris et que nous ne pouvons pas achever. Cela peut être se réconcilier avec un proche, un rendez-vous qu'on ne veut pas oublier, qu'on doit prendre mais qu'on n'a pas posé dans son agenda, un rapport qu'on en a promis à son chef. Ces boucles internes nous polluent l'esprit, nous tracassent, même inconsciemment. Pour être efficace, il faut sortir ces boucles ouvertes de notre tête et de les coucher sur un support, qui peut être papier ou électronique. Voici les différentes étapes de la méthode. Il faut construire un système de collecte efficace pour ne plus avoir de boucles ouvertes. Ensuite, il faut processer. Nous allons voir ce que c'est réellement tout à l'heure. Il faut organiser, faire des revues hebdomadaires et annuelles de nos différentes actions, de nos tâches, et tout simplement faire. Collecter, c'est sortir de notre tête tous les trucs qui nous tracassent et de les mettre sur un papier ou un support. Ça peut être une bannette, du papier, un post-it, des dossiers informatiques. Il faut surtout que le support de collecte soit facile d'accès. Bannette pour le courrier, les objets physiques, un petit carnet pour noter ses idées, une application mobile. Il faut collecter tout. Il faut collecter tout ce qui traîne sur le bureau, tous les papiers qui traînent, dans les tiroirs, les emails, ce qu'on a dans son esprit. Il faut noter tout, même les tâches les plus insignifiantes, comme descendre les poubelles ou passer plus de temps avec son conjoint. Il faut se vider l'esprit, c'est super important. Alors, les emails, le courrier sont plus faciles à collecter. Ils arrivent inévitablement dans la boîte de réception. Une fois qu'on a un système de collecte efficace, on peut processer. Pour processer, quelques règles simples. Rien ne retourne dans la bannette de la boîte de réception. Un item à la fois, un truc à la fois, un machin à la fois. Puisqu'on ne sait pas ce que c'est, un email, qu'on l'aperçoit. On voit l'objet, mais on ne sait pas ce que c'est. On traite les emails, par exemple, en LIFO. LIFO, pour les non-informaticiens, c'est last in, first out. C'est-à-dire que le dernier entré, le dernier email reçu, c'est le premier qu'on va traiter. Parce que bien souvent, les emails se contredisent, apportent des précisions sur le même sujet, par exemple. Il y a des discussions, des ping-pong. Donc, le dernier email reprend toute la conversation. Donc, on ne va pas perdre son temps à lire mes emails précédents. On prend le dernier mail. Ça peut nous permettre de jeter à la poubelle tous les autres mails. Voyons un processing classique. On récupère, on va dire que c'est un email dans notre boîte de réception. Mais ça peut être aussi de la boîte aux lettres physique ou un appel téléphonique, un événement, quoi. De quoi s'agit-il? Alors, est-ce que cela correspond à une action concrète? Alors, si ce n'est pas une action concrète, ça peut être un spam ou un email qu'on a en copie, mais c'est vraiment pas, c'est une erreur de destinataire, on supprime sans état d'âme. Si c'est une publicité qui nous intéresse, par exemple, j'ai reçu une publicité d'Amazon qui me propose un livre à acheter sur le développement personnel ou sur l'investissement. Ah, je me dis, ah tiens, ça peut être intéressant, mais j'ai pas encore les moyens de me l'acheter, ou j'ai pas encore le temps de me l'acheter, de le commander. Ou un concert, tout simplement. Alicia Keys vient à Lyon, on me propose une place. Je suis abonné à une newsletter qui me dit Alicia Keys vient à Lyon, telle date. Alors, je ne sais pas si je serai disponible à cette date-là, mais je dis, tiens, pourquoi pas, peut-être. Donc, je le traite, je le range dans le dossier, un jour peut-être.
Si c'est un document, parce qu'on reçoit aussi dans des emails des factures, avec la dématérialisation, c'est les factures d'EDF, une facture de prestataire, un justificatif, parce qu'une facture, il faut le payer, donc on va pouvoir déléguer, mais c'est un reçu de paiement, une confirmation de paiement. On a payé ses impôts, ben, on a reçu l'accusé de réception du paiement. Donc, on le stocke dans l'archive, dans le système de référence, les archives. Donc, si c'est pas un truc si c'est un truc qui est une action concrète, qui exige une action, si cet email requiert plusieurs étapes, par exemple, tiens, j'ai reçu un email genre il faut développer ce nouveau site, c'est un projet à part entière. C'est pas une action atomique. C'est pour développer un site, il faut télécharger un WordPress, un CMS. Il faut monter un plan d'action. Il faut faire toute la campagne marketing. Donc c'est un gros projet. Donc on crée un dossier projet. Si ce n'est pas le cas, hein, si c'est un mail qui concerne un projet déjà créé, on ne crée pas le dossier. Et on range cet email dans le répertoire, le sous-dossier à faire, à zap, dès que possible, du projet. Si c'est une action atomique, d'abord, on va premièrement se demander si on est la personne la plus à même à réaliser cette tâche. Parce que, est-ce que c'est une tâche qui est de notre responsabilité? Est-ce que je ne peux pas déléguer cette tâche à un collaborateur, à mon supérieur hiérarchique? Est-ce que je suis capable de mon niveau de responsabilité? J'ai les habilitations à prendre cette décision, à traiter cet email. Donc du coup, je transfère le mail et je le glisse dans mon répertoire en attente. Liste des choses en attente, déléguées à suivre. Si cette action est de mon ressort et elle me prend moins de 2 minutes, alors je la fais tout de suite. Ça, c'est une règle d'or. Retenez-la bien, c'est une règle d'or. Si une action requiert moins de 2 minutes pour l'exécuter, c'est plus simple de la faire, vous aurez mieux fait de la faire que de l'inscrire dans votre système Evernote ou tout autre. Parce que l'inscrire, ça vous prendra 1 minute. Donc si c'est pour, on va le voir tout à l'heure, mais supprimer, désinscrire par exemple un abonné dans ma newsletter, ou je sais pas moi, répondre à un prospect qui veut des renseignements sur une location saisonnière, avec mon système de lettres type, ça me prend moins de 2 minutes, je pars rentrer, écrire à cette personne. Comme ça, on élimine les tâches au fur et à mesure, et cette petite astuce a de grandes conséquences pour votre productivité. Parce que les gens, ils disent, ouais, il faut faire une to-do list, faire les trucs par priorité, genre... Oui, c'est vrai, mais les to-do list, moi, j'ai testé les to-do list avant de tester la méthode Getting Things Done chez TD, et ça ne fonctionne pas. Il y a toujours un truc plus urgent qui vient se mettre au travers, et ça crée de la frustration, parce qu'on a prévu de faire un truc hyper urgent, et il y en a un autre qui vient, et ça crée du stress. Alors que si on fait des tâches qui prennent moins de 2 minutes, qui sont souvent urgentes en plus, rapidement, on élimine tout ce stress. Par contre, si l'action prend plus de 2 minutes, on regarde si elle doit se faire une date et heure spécifique, auquel cas on l'inscrit dans l'agenda. Sinon, vous le mettez dans le dossier prochaines actions. Alors, je suis allé rapidement, hein. Ça peut paraître compliqué comme cela, mais croyez-moi, avec l'habitude, on le fait tout naturellement et très rapidement.
Le processing doit être rapide. Choisissez un système rapide et simple que vous maîtrisez. Pas parce que je prends, pas parce que vous allez voir que j'utilise Evernote ou vous allez voir mon système qu'il faudra le copier. Si vous êtes à l'aise avec le petit carnet ou le papier, vous êtes plus traditionnel, utilisez. Si vous êtes à l'aise avec Outlook, utilisez les tâches Outlook, le calendrier Outlook, les emails Outlook. Alors, il n'y a pas nécessairement d'ordre dans la méthode. Je vous ai dit processer, organiser, revoir, faire, organiser des bilans. Il n'y a pas d'ordre. Moi, je fais le processing dès que je peux. J'ai un peu de temps. Par exemple, à la fin de ce webinaire, je veux regarder si j'ai des mails en attente, il y a des urgences. Mais je regarde mes emails, allez, souvent le matin, une fois le midi et une fois le soir. Et je processe. Ou, parce que si je suis parti en vacances et que j'ai 50 mails en attente, ou 100 mails, une raison pour passer sa journée à processer. On peut processer, on arrête dès qu'on en a marre. Ça ne doit pas devenir pénible, parce qu'on fera des erreurs. Autre étape de la méthode GTD, ça peut être après le processing, il faut organiser, parce qu'il reste, à la fin du processing, il reste des actions en attente. En attente dans la bannette, dans le dossier, à faire rapidement, le plus as soon as possible, ASAP, ou la liste des projets, dans les dossiers des projets à faire. Alors, vous vous souvenez qu'il reste des actions à faire dès que possible à classer, parce qu'on l'a glissé dans le mail, on l'a glissé dans la bannette action à faire dès que possible, mais vous allez voir, il faut classer par contexte. Parce que l'auteur, David Allen, demande de classer les actions par contexte, c'est-à-dire au bureau, dans la voiture, aux courses. Par exemple, si vous pensez à tiens, il faut que j'achète de l'huile ou du chocolat, vous allez noter dans votre système à faire, ASAP, et puis soit vous le notez directement dans le contexte course, le sous-dossier course, ou vous n'avez pas le temps, vous êtes sur votre application smartphone, vous le notez à organiser, et vous allez le ranger pendant que vous faites l'organisation dans le bon dossier. Donc, c'est ça qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle l'organisation. On vérifie bien aussi que toutes les actions sont rangées dans les bonnes listes. Il se peut qu'on ait noté par accident un rendez-vous à une date et heure précise dans la bannette ASAP, le dossier ASAP, dès que possible. Alors qu'il fallait mieux le noter dans le calendrier pour obtenir un rappel. Il se peut aussi qu'on ait à brancher un rappel sur une tâche qu'on doit faire dès que possible. C'est là qu'on fait ça. Il faut regarder aussi sur la liste des projets, est-ce qu'on a classé les actions dans les bons projets, ça peut arriver. Est-ce que savoir où vous en êtes, enfin, est-ce qu'on a pensé à organiser ranger les actions qui étaient par accident dans le dossier du projet, dans le système de référence, dans la liste des projets que vous avez dans votre bannette ASAP. Ensuite, il faut ranger le système de référence. Il faut ranger tous les documents, les différentes pièces jointes dans les bons dossiers, imprimer, scanner vos documents, papiers que vous avez reçus, ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on appelle l'organisation. C'est un travail de fond, ça requiert 1 heure par semaine, ou un peu chaque jour, mais c'est comme le processing. On le fait dès qu'on peut, et quand on arrête quand on a marre. Alors,
Le système de référence, une petite parenthèse, il faut, pour être efficace, doit être organisé par ordre alphabétique. C'est pas la peine d'organiser ça par je sais pas moi, par priorité. Ça marche pas. J'ai testé. C'est pas la peine de. Non, par ordre alphabétique. Ensuite, nous allons passer à une phase de bilan. Alors, le bilan, ça permet de garder le système fonctionnel. Le bilan hebdomadaire est primordial. Par exemple, en fin de semaine, vers le vendredi soir, quand vous travaillez, ou moi en début de semaine, parce que j'organise ma semaine comme ça, je fais le bilan. Alors, il faut collecter tout ce qu'on a oublié. Par exemple, reprendre les notes d'une réunion, regarder le calendrier pour voir si on n'a pas oublié quelque chose, faire ses poches. Ce qu'on a noté, on a récupéré des cartes de visite, donc rentrer dans le système de référence de cartes de visite. Ça peut être votre répertoire téléphonique qui sera synchronisé avec vos contacts Outlook ou je sais pas quoi, reprendre tous les post-it qui sont sur votre bureau, les lettres qui traînent et les enregistrer dans le système d'organisation. Il faut aussi processer rapidement, changer les tâches, un peu d'organisation. Alors, on passe en revue tous ces projets et on détermine pour chacun d'entre eux la prochaine action à faire. C'est très important lors des bilans de passer en revue déjà toutes ces actions, toutes les actions à faire dès que possible, à ZAP, mais aussi tous les projets pour déterminer la prochaine action à exécuter pour faire avancer le projet. Comme ça, on ne laisse aucun projet en plan. Alors ça, c'est nouveau hein, pour ceux qui sont fans des to-do list. Ils ont tendance à abandonner ou laisser pourrir un projet. Là, on s'oblige à faire avancer tous ces projets. Ensuite, il y a le bilan semestriel, 2 fois par an, ou annuel, mais je préconise un bilan semestriel, pour constater ses progrès. Pour vérifier que toutes les actions qu'on effectue nous permettent d'aller dans la bonne direction. Est-ce qu'on a progressé, par exemple, dans notre projet de vie? Parce que on va le voir plus tard, mais il y a plusieurs niveaux dans l'organisation. Il y a les tâches à effectuer rapidement, des tâches à court terme, moyen terme, et un projet de vie. Donc, il faut qu'on vérifie si les tâches qu'on effectue en ce moment vont servir notre projet de vie. Comme ça, on rectifie. Ensuite, la catégorie faire, une très importante dans la méthode, c'est faire. Getting things done, c'est que les choses soient bien faites, que les choses soient faites rapidement. On peut faire l'action selon 4 critères. Comment déterminer, parce qu'on me demande souvent, comment tu détermines la prochaine action qui est dans ta banette à faire dès que possible, la prochaine action, la plus prioritaire. Alors, il faut déterminer, mais ne vous inquiétez pas, ça va vous sauter aux yeux. Vous aurez envie de faire une action. C'est selon 4 critères. Selon le contexte, il y a des actions que vous pourrez faire qu'au bureau, il y a des actions que vous pourrez faire qu'en ligne, vous avez besoin d'Internet, ou vous avez besoin de votre téléphone, par exemple, appeler un contact, un prospect, un client. Selon l'énergie disponible, repérez là où vous êtes le plus bankable, le plus rentable. Moi, je suis du matin, donc je vais privilégier les actions qui requièrent beaucoup d'énergie, beaucoup de facultés intellectuelles le matin. Donc, selon votre énergie, donc c'est par ordre de priorité, selon le contexte. Ensuite, l'énergie disponible. Ensuite, le temps. Si entre 2 réunions, vous pouvez, je ne sais pas moi, processer, ben, vous avez fini une réunion.
avec 5 minutes d'avance, et votre prochaine réunion, c'est dans 20 minutes. Essayez de déterminer l'action, la prochaine tâche, dès que possible, qui va vous demander moins de 20 minutes. Donc, je récapitule. Le contexte. Ensuite, l'énergie disponible. Ensuite, le temps. Et si malgré ça, aucune action, il y a encore des tâches qui sont en ballottage, et encore qui ne se dégagent pas naturellement, la plus prioritaire, vous constatez que moi, je choisis la plus prioritaire en dernier, c'est le dernier critère. Il y a 3 types d'actions, de tâches au quotidien. Il faut apprendre à les repérer. Les actions planifiées, que vous avez planifiées dans votre agenda, et récurrentes. Par exemple, tous les matins, je processe mes mails. Tous les jeudis, je vais à ma séance de sport. J'avais une réunion parce que quand j'étais responsable informatique avec mes équipes, tous les lundis matins à 10h, de 10h à 12h, c'est récurrent. Donc, on sait que, sauf urgence, elles auront lieu. Il y a les actions, justement, j'en parlais, imprévues. Une panne informatique, un crash, un bug bloquant pour la production, un locataire qui vous appelle en catastrophe parce qu'il y a un dégât des eaux. Ça, c'est des actions imprévues, souvent désagréables. Et l'action, le dernier type d'action, c'est les actions de planification de tâches. On planifie les tâches qu'on va effectuer durant la semaine ou durant le jour. Donc, il y a 3 types d'actions. Essayez d'identifier les tâches et vous consacrer et effectuer toutes ces actions. Comme ça, quand les actions imprévues vont se présenter, vous ne serez pas frustré parce que vous allez prendre vos tâches planifiées ou récurrentes, ce qu'on appelle les tâches de fond. Vous allez arrêter votre tâche de fond et vous allez traiter l'urgence. Donc du coup, quand on fait ça, on n'est pas stressé. Donc quand le téléphone sonne parce qu'il y a une urgence, on n'est pas frustré. Donc du coup, je voudrais finir avec 6 niveaux pour évaluer son travail. Les 6 niveaux. Donc, il y a le niveau 0 qui sont les actions en cours à faire dès que possible. Il y a le niveau 1, ce sont les projets en cours, les projets à court terme, par exemple un projet informatique, développer un site web, ou son entreprise, développer un nouveau produit, ou faire une nouvelle publicité, développer une nouvelle publicité. Ensuite, le niveau 2, c'est l'ère de responsabilité. Ce qui concerne votre service, votre domaine de compétences. Je ne sais pas, moi, par exemple, moi, quand j'étais responsable informatique, tout ce qui concernait l'informatique de mes différents domaines, de mes différentes applications, tous les problèmes de mes applicatifs, c'était dans mon domaine. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le niveau 2. Ensuite, au niveau 3, il y a l'objectif à 1 à 2 ans. Par exemple, c'est l'évolution tout simplement de votre carrière. Niveau 4, c'est vos objectifs à 3-5 ans. Est-ce que vous voyez toujours dans le même poste à 3-5 ans? Est-ce que vous pensez que vous allez changer de poste ou d'entreprise? Et enfin, le niveau ultime, il y a toujours un niveau ultime, le niveau 5, c'est vraiment le projet de vie. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez devenir plus riche, passer plus de temps avec vos proches, fonder tout simplement une famille? Ça, c'est le niveau ultime.
Alors, si je vous ai embêté avec ces 6 niveaux pour évaluer votre travail, c'est parce que pendant le bilan semestriel, vous allez partir du niveau 0, c'est-à-dire les tâches à faire dès que possible, et vous allez vérifier qu'elles servent celles du niveau 1, c'est-à-dire les projets en cours, puisque les tâches à faire dès que possible servent nécessairement vos projets en cours, à court terme. Est-ce que vos projets à court terme, donc du niveau 1, sont bien dans votre aire de responsabilité? Est-ce que ça concerne bien votre service? Est-ce que ça concerne vos sites internet? Est-ce que vos services, votre service, vous voyez dessus, vous voyez évoluer à 1 à 2 ans, donc le niveau 3. Donc, ça concerne typiquement l'évolution de votre carrière à moyen terme, moyen court terme. Ensuite, est-ce que vos objectifs à court terme, moyen terme servent vos objectifs de niveau 4, c'est-à-dire à 3-5 ans? Et est-ce que vos objectifs de niveau 3, niveau 4, c'est-à-dire 3-5 ans, servent votre projet de vie? Parce que si vous vous engagez dans une carrière chronophage, comme moi je l'ai été, c'est-à-dire que moi j'ai commencé en bas de l'échelle, je suis arrivé analyste programmeur, j'ai travaillé, j'ai su démontrer parce que j'étais hyper productif, que je savais m'organiser, tout ça, j'ai gravi les échelons. Est-ce que, au bout d'un moment, on se dit, est-ce qu'on veut se rester là-dedans? Parce que plus on monte en grade, plus on a des responsabilités, mais plus on a beaucoup de tâches, on doit déléguer, il faut gérer énormément de problèmes, puisqu'on est payé à résoudre des problèmes, pas que des problèmes informatiques, puisqu'on doit gérer des problèmes de management, des conflits entre collaborateurs. Ça prend énormément de temps. Est-ce que moi, j'ai envie de tout ça? Est-ce que moi, mon objectif, c'est de monter encore en grade dans cette entreprise, de gagner encore plus? Est-ce que moi, je veux être indépendant financièrement? Mon envie, c'était être indépendant financièrement, économiquement, pour pouvoir travailler d'où j'ai envie, d'où je veux, que ce soit à Lyon, en Martinique, et surtout être libre. Donc, est-ce que les actions que je suis en train de faire en ce moment servent cet intérêt ultime? C'est ce que vous devez vous poser comme question. Et c'est ce que vous devez poser comme question tous les semestres. Inutile de faire ça tous les mois. Vous avez assez avec votre revue hebdomadaire qui remonte jusqu'au niveau des projets en cours, c'est-à-dire niveau 0 et 1, à la rigueur niveau 2. Mais le projet semestriel, c'est ça. Tous les 2 fois par an, je fais une revue de mes tâches du niveau 1. Je fais un bilan patrimonial pour voir si j'ai augmenté mon patrimoine parce que mes actions que j'ai entreprises ont pu faire augmenter mon patrimoine, ou est-ce que j'en suis au niveau de mes prêts, est-ce que mes actions ont augmenté, est-ce que je dois arbitrer, vendre des actions, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le bilan semestriel. Donc voilà, c'était tout pour la théorie. J'espère que vous avez bien compris. Nous allons passer à la pratique. Alors, pour mettre en pratique la méthode Getting Things Done, j'utilise essentiellement les systèmes suivants. Alors, pour collecter des tâches, j'utilise les emails, ma boîte de réception, mais aussi le courrier qui arrive dans ma boîte aux lettres physique, et très peu le téléphone pour les urgences. J'utilise surtout l'application Evernote aussi, qui me permet de noter mes idées. Effectivement, Evernote est disponible aussi bien sur smartphone, tablette, comme application web et sur les PC. Comme ça me permet de synchroniser toutes mes notes, quel que soit le support. Donc mon système de collecte
est toujours avec moi, puisque quand je suis au bureau, j'utilise l'application Evernote pour PC. Mais quand je suis en déplacement ou quand je suis en, en voyage, j'utilise l'application smartphone. Donc c'est une base de collecte, puisque ça me permet de noter toutes mes idées, puisqu'on l'a vu avec la méthode Getting Things Done, il faut pas qu'il y ait de boucle ouverte. Donc j'utilise, dès que j'ai une idée qui me traverse la tête, je la note. Mais aussi, c'est aussi à la base de mon système d'organisation. Car, comme vous le verrez, il me permet d'organiser mes notes, mes tâches, et faire mes bilans hebdomadaires. Par contre, ce n'est pas une obligation d'utiliser Evernote. Moi, je l'ai choisi parce que c'est cette application qui me sert le plus souvent. Mais vous pouvez utiliser les bannettes en papier si vous êtes plus traditionnel. L'application Microsoft Note, qui est très bien faite aussi. Votre Outlook, ou tout simplement un petit carnet en papier, même si c'est pas pratique. Ensuite, alors, voyons comment je procède. Comme vous le voyez, mon système est organisé en liste. Donc, dans Evernote, ça se passe en carnet de notes. Donc, j'ai organisé mes différents carnets en piles de notes. Donc, vous reconnaîtrez le carnet de notes Next Action. Délégué à suivre, la liste des projets, c'est-à-dire que c'est une énumération des projets, comme vous le verrez, enfin vous l'avez vu dans la méthode, et un carnet de notes un jour peut-être. Tous les projets, ce qu'on appelle les dossiers projets, j'ai organisé en 3 macro-dossiers. Parce que mes activités, c'est essentiellement mes activités Internet, mon business sur Internet. Donc, un dossier par site Internet. Un dossier pour mes différents appartements. Et un dossier pour mes business offline, c'est-à-dire l'auto-école, l'activité de business angel que je compte lancer, le consulting. Et un sous-dossier qui n'a rien à faire là, mais c'est business offline et perso, donc un système de un dossier personnel. Donc maintenant, on va voir comment ça se passe dans la réalité, dans la vraie vie. Comment je fais un système, comment je mets en place, en œuvre la méthode Getting Things Done. Donc, commençons par le processing. J'utilise essentiellement les infos, les tâches arrivent essentiellement par email. Moi, je travaille beaucoup avec l'email. Je travaille très peu avec le téléphone. Donc, tout commence dans ma boîte email. Donc, comme je le dis comme le préconise la méthode Getting Things Done, je commence par les mails qui sont arrivés le plus tôt possible. Enfin, les nouveaux emails, excusez-moi. Donc, je commence par celui-là. Une demande de contact pour mon activité de location immobilière. Donc, j'ouvre le mail. Alors, je vois que c'est quelqu'un qui veut louer mon bungalow à Sainte-Anne pour 4 jours. Alors, soit je réponds tout de suite, parce que ça me prendra moins de 2 minutes, mais honnêtement, cette personne, 4 jours, alors je lui réponds. Je lui dis que, désolé, alors j'ai préparé une lettre de refus type, toujours préparé, ça c'est aussi de la productivité, on fait le travail une seule fois, et on gagne beaucoup de temps. Donc, je copie-colle, et je refuse. Voilà, ce mail est traité. Je le supprime, parce que il ne faut pas archiver, j'ai
On n'en aura pas plus besoin. Là, c'est une demande de résiliation. Alors, je ne veux pas le faire en direct, mais ça c'est mon autorépondeur qui me dit qu'un abonné à ma liste B-Naturel souhaite se désinscrire et le système de désinscription automatique n'a pas eu lieu. Donc, je le traite de suite, puisque ça prend moins de 2 minutes. Donc, s'il fallait se connecter, on se connecte à l'autorépondeur, on désinscrit manuellement la personne et on passe à un autre email. Alors, ça, c'est un mail qui est retourné en erreur. Alors, code de la route 2015, ça c'est un mail d'Amazon. Donc, il me dit qu'il y a plein de livres. Donc, effectivement, si je dois mettre à jour ou je suis intéressé par c'est typiquement le genre de pub bien ciblé. C'est pas du spam, puisque Amazon a vu que moi je m'intéressais au livre de code de la route pour mon site de B-Permis. Donc, je mets cette tâche dans un jour peut-être. Donc, je crée une note. Dans un jour peut-être. Mettre à jour les codes de la route Amazon sur B-Permis. Voilà. Donc je sauvegarde et je passe à autre. Alors il faut penser que Amazon, Evernote aussi dispose d'un système où on pourrait transférer, et moi je ne connais pas, mais à chaque compte Evernote, on dispose d'une adresse email qui permet de transférer les emails à son compte Evernote. Donc j'aurais pu aussi transférer cet email à mon compte Evernote et classer par la même cohésion, puisque ça l'a créé automatiquement la note que j'ai créée manuellement, ça l'aurait créé automatiquement et j'aurais eu qu'à la classer dans le bon carnet de notes. Donc là, j'annule. Alors vous le voyez, ça prend moins de 2 minutes. Alors ça, c'est un spam, ça c'est sûr. Alors ça aussi. Alors je profite pour faire tous les spams. Hein. Voilà. Le niveau site, ça c'est du spam. Ainsi de suite. Alors, on va pas faire tout le processing tout de suite. Le yoga pour les nuls, c'est aussi du spam. Ainsi de suite. Donc là, voilà, c'est une alerte sur des biens immobiliers, parce que j'ai posé des alertes pour être prévenu s'il y a des biens qui se libèrent tout de suite. Voilà, ça c'est pas mal. Donc là, c'est une tâche qui doit être traitée rapidement, parce que c'est une bonne affaire, l'appartement à 58 000 euros. Donc si je veux pas la perdre, donc je mets dans Next Action. Appeler pour l'annonce. Alors je copie-colle. Hein. Là encore, j'aurais pu transférer le mail directement, mais moi je suis un gars traditionnel, donc je colle. Voilà. Et puis, je passe à un autre mail. Ainsi de suite. Donc, on ne va pas le faire jusqu'au bout, puisque, en fait, comme je le disais dans le webinaire, on processe
tant qu'on peut. Alors, on n'a pas vu là, mais s'il s'agit d'une tâche qui fait partie d'un gros projet, par exemple, si j'avais l'idée d'acheter un nouvel appartement, je l'aurais créé une note dans les projets IMO à init, donc à étudier en cours. Par exemple, là, j'ai tous mes biens à surveiller, que je surveille en permanence pour savoir s'ils ont baissé, ainsi de suite. J'ai une note à prendre une assurance location saisonnière, enfin, ainsi de suite. Donc, voilà. Si c'était une tâche qui requiert une date et heure précise, j'aurais fait ça, j'aurais inscrite dans mon Google Agenda. Donc, vous pouvez faire dans votre agenda Outlook, mais moi, j'utilise Google Agenda parce que c'est synchronisé aussi avec le smartphone. Donc là, imaginons, ce serait une demande, par exemple, le mail, par exemple, on va dire que ce mail-là, c'est un rendez-vous, donc je note, ainsi de suite. Voilà, et je traite le mail. Voilà. Du coup, on a vu le processing, on a vu l'organisation, toutes les tâches qui restent à traiter dans le Next Action. Je regarde si je ne me suis pas trompé. Louer la cave, par exemple, j'ai l'impression que je ne peux pas réussir à la louer, ou je me suis trompé, ou j'avais mis, je ne sais pas, au lieu de mettre le rendez-vous dans mon calendrier, j'ai mis directement en tant que note. Je supprime la note et je l'inscris dans mon calendrier. Une fois que je fais ça, au moins une fois par semaine, je reprends mon système Evernote et je passe en revue tous mes carnets. Tous mes carnets. Par exemple, là, je me dis, tiens, finalement, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas assez de cash pour acheter cet appartement. Donc, à la fin de la semaine, je fais ma revue et je dis, bon, allez, c'est plus... Non, supprimer. J'abandonne ce projet. Ainsi de suite. Location, T4 à Gerland. La cave, non, c'est... Je pense que je me suis trompé. C'est pas une action que je vais faire d'ici tout de suite. Donc je le mets en un jour peut-être. Ainsi de suite. Le webinaire me s'organiser. C'est dans mes actions imminentes. Je fais mes actions, diagnostic DPE, le comptable Canouan, tout ça. Ensuite, on regarde les projets et on regarde si toutes les actions en cours servent les tâches de niveau ultime, niveau 6, c'est-à-dire celles du projet de vie. Donc on regarde si les tâches qu'on fait en ce moment, qu'on réalise, on serve les projets, enfin le niveau 1, c'est-à-dire les projets dans 2 ou 3 mois, niveau 2, niveau 3, jusqu'au niveau ultime, c'est-à-dire le projet de vie, c'est-à-dire par exemple passer plus de temps avec sa famille, s'enrichir, ainsi de suite, monter en grade. Donc voilà. Alors, si vous avez d'autres questions, vous m'envoyez ça par mail. Alors, j'ai pas été dans les détails parce que je voulais pas vous inonder d'informations, mais vous avez vu en gros comment ça se passe. Il faut que le système de collecte, de processing et le système en général d'organisation soit simple. Donc moi j'utilise Evernote, mon agenda Google et mon email. C'est trois outils simples qui font des merveilles. Vous avez vu, j'ai au moins 141 notes, donc tâches à faire, et ça me permet de mieux m'organiser. Vous n'avez pas nécessairement besoin de reproduire exactement mon système de productivité. Je vous ai montré ça pour vous donner un exemple moderne pour vous aiguiller. Mais je vous encourage à
inventer, mettre en place votre propre système de productivité. Cela peut être un petit carnet, comme je vous ai déjà dit, Outlook. Moi, quand j'étais encore responsable informatique dans la société privée, j'utilisais pas Evernote pour mon boulot, mon travail de salarié. J'utilisais Outlook. Il y a tout dans Outlook pour faire un système de productivité. Il y a essentiellement, il y a les tâches avec rappel. On peut mettre des tâches avec rappel pour qu'on soit prévenu à une date précise. Il y a tout, bien entendu le système de courrier électronique. J'ai fait des dossiers dans ma boîte de réception pour glisser simplement les emails dans les différents dossiers et sous-dossiers. Et puis, il y a le système de calendrier avec des notifications. Donc, il y a tout dans Outlook. Il n'y a pas qu'Outlook. Vous pouvez utiliser des bannettes si vous êtes plus traditionnel, des tiroirs. Enfin, le système GTD, n'impose pas de méthode. Mais si je souhaitais vous montrer ce système, c'est pour donner un exemple, voir que c'est simple à faire. Comment on processe, parce que c'est vraiment flou quand je vous explique ça en théorie. Donc, je vous ai présenté précédemment la théorie, et là, je vous encourage à mettre en place votre propre système, tout en vous inspirant du mien. Avant de finir, je souhaitais vous conseiller, alors, il y a un livre qui manque, c'est Père riche, Père pauvre pour la création d'actifs, mais les livres que je vous recommande, c'est La semaine de 4 heures qui vous accompagne et qui vous rend plus productif. Bon, Tim Ferriss, l'auteur, il va fort parce qu'il vous demande de devenir plus productif pour quitter votre emploi, faire du télétravail. Mais il donne de bons conseils, c'est-à-dire comment travailler moins, gagner plus, avoir du temps libre, tout en étant productif. Donc, c'est pas tous les conseils que j'ai mis en pratique. Par exemple, lire, il nous apprend une méthode pour lire 2 fois plus vite, que je n'ai pas compris d'ailleurs. Mais il y a des trucs à en tirer de ces livres. Par exemple, je sais pas moi, mettre un rappel automatique et ne pas checker ses mails tous les jours. Retirer la notification Outlook. Parce que la notification Outlook, c'est une boucle ouverte qui revient. C'est-à-dire, quand on voit la notification Outlook, même si on est concentré, on est en train de faire une tâche bien concentrée, on voit la notification Outlook, même si on se dit, ouais, purée, il faut rester concentré, il suffit qu'on voit le destinataire, ça peut être un chieur, urgent, on voit l'objet urgent, ça reste dans notre tête et on est obligé de regarder. Sinon, on est obligé de regarder, ça fait une boucle ouverte. Si on se force à ne pas regarder, ça nous trotte dans la tête, on devient moins efficace. Et si on regarde, on est dérangé. Et ça, donc, c'est les conseils comme ça que Tim Ferriss va vous donner. Ensuite, le livre que je suis inspiré, Getting Things Done, vous trouverez encore plein d'astuces pour améliorer votre productivité. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce séminaire en ligne autant que j'ai eu à l'animer. J'espère que vous avez appris pas mal de choses avec ce séminaire en ligne, que je n'ai pas été trop confus, que j'étais clair. Je vous encourage à mettre tout de suite en pratique ce que vous avez appris. Faites-le maintenant. Je vous ferai passer dans quelques jours un questionnaire de satisfaction pour savoir si vous avez apprécié ce séminaire en ligne et en quoi il vous a aidé, qu'est-ce qu'il vous a apporté. Cela vous prendra quelques secondes pour le remplir, mais pour moi, c'est inestimable parce que je souhaite m'améliorer. Donc, c'est très important d'y répondre. Merci d'avance et je vous dis merci encore d'avoir été attentif jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.